Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. On a pas mal de pain sur la planche cette semaine. On reviendra évidemment sur les chiffres d'inflation américaine et autres chiffres publiés. Charlotte de Montpellier revient en fin d'épisode sur l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed et son implication sur la politique monétaire américaine. On reviendra évidemment sur quelques chiffres, entre autres Umicore dont on parlait la semaine passée et qui a eu une énorme influence apparemment. Guy, cet avis donné a permis au cours d'exploser, on y reviendra. Et puis d'autres chiffres et résultats qu'il faut absolument décrypter. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, je propose peut-être qu'on commence avec la grosse information de la semaine. Ce sont ces chiffres d'inflation américaine. On les attend toujours avec impatience puisqu'ils traduisent quand même un petit peu la tendance économique actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres d'inflation ? Mais on peut dire, et puis on entendra Charlotte de Montpellier à ce sujet tout à l'heure, mais donc rappelle simplement le chiffre d'inflation, le CPI, donc Consumer Price Index, l'indice de base des prix à la consommation, c'était augmenté de 3,8% en avril. On attendait 3,7%, un peu supérieur aux attentes, donc ce qui n'est très bon, il faut bien le dire. L'inflation américaine donc s'inscrit vraiment en hausse. On était 3,3% le mois dernier, donc en mars. On était à 2,4 seulement en janvier et février. Donc il y a vraiment une forte accélération comme attendu, mais un peu plus qu'attendu, ce qui est toujours un petit peu gênant. Alors, on est loin de sommet, hein. En juin 2022, on était à plus de 9, et je ne parle pas des années 80 où on a connu un maximum de 14,8% d'inflation. C'était en avril 80. Mais ce qu'il faut relever aussi, et ça passe toujours plus inaperçu, c'est que l'indice des prix à la production, le PPI, a fortement augmenté lui aussi sur un an. On s'attendait à ce qu'il soit en hausse de 0,4% durant le seul mois d'avril. Ben non, on est à 1,4%. Résultat, la hausse est de 6% sur un an. Alors, on a compris intuitivement que les prix à la production finissent évidemment et plus ou moins rapidement par percoler ou plutôt par descendre au niveau des prix à la consommation. Alors, production 6%, ça peut être absorbé par la distribution, etc. Hein. Ça n'arrive quasiment jamais que l'ensemble de ces 6% descendent chez les consommateurs. Mais enfin, on ne voit pas pourquoi l'inflation baisserait au niveau du consommateur alors qu'au niveau de la production, elle s'est emballée. D'ailleurs, le marché l'a bien compris, et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut absolument souligner parce que ça a marqué les esprits aux États-Unis. Les taux d'intérêt ont fortement réagi à ces mauvais chiffres d'inflation, même s'ils sont dans la tranche attendue à peu de choses près. Le fameux 10 ans, qui est la référence des taux d'intérêt à long terme, a quand même flambé, le terme n'est pas trop fort, en une journée de 4,45 à 4,65. C'est un bond considérable pour un taux d'intérêt. Et alors, ce qui a frappé l'imagination, c'est que le 2 ans a franchi la barre des 4%. On était à 3,5 en décembre, et que le 30 ans, le super long terme, a franchi la barre des 5%. Quand on franchit des paliers, ça marque les esprits, et ça a vraiment marqué les esprits. La semaine dernière, aux États-Unis, l'inflation est en bonne voie de progression, si l'on ose ainsi s'exprimer. Oui, alors après, ça dépend peut-être un peu de où on se positionne, parce que si on en croit Kevin Warsh, c'est pas si dramatique que ça, cette inflation. Mais oui, c'est une chose que le magazine financier américain Barron's a souligné la semaine dernière. Ce cher Kevin, donc nouveau patron de la Banque centrale américaine, a expliqué tout récemment que lui avait une autre mesure de l'inflation. Sa mesure favorite, c'était pas le CPI, dont on vient de parler, pas plus que ce PCE, Personal Consumption Expenditure, très célèbre pour être historiquement la mesure favorite de la direction de la Fédérale Réserve. Donc lui, ce qu'il aime bien, c'est le trimmed mean, littéralement, on va dire une moyenne rabotée, et il s'agit effectivement d'un indicateur qui supprime à court terme les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Au mois d'avril, par exemple, on a exclu certains logiciels en hausse de 60%, et on a exclu certains services fiscaux en baisse de 27%. Voilà pour le détail. Or, ce fameux trimmed mean,
qui est calculé par la Fédérale Réserve de Dallas. Petite parenthèse, la Banque centrale américaine est composée de plusieurs sous-banques régionales, si je puis ainsi m'exprimer. Chacune a sa spécialité dans le calcul de certaines statistiques. Donc la Fed de Dallas, qui calcule ce trim mean, arrive pour le mois de mars, le dernier connu, à 2,4% seulement, contre 3,3 et 3,2 pour les indices classiques. Donc voilà, on est à un tiers de moins quasiment. Alors on se dit, tiens, tiens, mais pourquoi ce cher Kevin Warsh vient-il avec cette mesure un peu bizarre? Tiens, comme par hasard, elle est très inférieure aux mesures classiques. Est-ce que par hasard, il voudrait vraiment faire plaisir à son patron Donald Trump en disant, mais voyez les gars, c'est pas si grave que ça, on peut abaisser les taux. Personne n'y croit, comme Charlotte de Montpellier l'expliquera tout à l'heure. Alors, tant qu'on est aux États-Unis, on doit quand même toucher un petit mot hein, d'une rencontre qui était fort attendue, celle de Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping. Je ne suis jamais arrivé à dire son nom. Cette rencontre, elle était attendue, mais finalement, c'est un peu fait plouf quand même, non? Oui, oui, c'est un peu un non-événement dont on a par contre retenu une chose, c'est quand même l'avertissement de Pékin au sujet de Taïwan. Les Chinois n'ont pas l'habitude de tonitruer à la manière de Trump, bien au contraire. Mais enfin, il était quand même très clair dans l'esprit du président chinois, enfin, il a exprimé très clairement que pas touche à Taïwan, ou plutôt, si nous on y touche, vous restez tranquille, parce que ça, c'est absolument on pourrait vraiment devenir se bagarrer à ce sujet. C'est vraiment ça qu'il a voulu dire, qu'il a dit, et ça a quand même marqué les esprits. Pour la petite histoire, la seule chose qui est ressortie au niveau financier ou économique, c'est la commande de 200 Boeing, euh, paraît-il, par la Chine. Ça n'a pas empêché le titre de baisser fortement parce que certains en espéraient 500 de commandes. Bon, on n'est nulle part dans ce domaine-là. Rappelons à propos de Taïwan, c'est que quand même, c'est à Taïwan que se situe la fameuse entreprise TSMC, qui vaut maintenant plus de 1000 milliards et qui produit 90% des puces avancées. Donc, Taïwan est très, très important pour la technologie mondiale. Ce qu'a dit Xi Jinping à ce sujet n'est pas tout à fait innocent, donc mérite d'être retenu quand même. Voilà, le petit risque d'une mésentente approfondie entre Trump et Xi Jinping au sujet de Taïwan. Je voudrais qu'on revienne maintenant à Umicore. Guy, on en parlait la semaine dernière, Umicore qui avait enregistré une belle hausse grâce à un avis plutôt positif, un communiqué plutôt positif. Et je ne sais pas si c'est parce que vous en avez parlé la semaine dernière, mais visiblement, les investisseurs se sont rués sur la valeur. Oui, mais j'avais souligné que le courant acheteur en Umicore était supérieur à celui observé en ABINBEF, deux entreprises qui avaient fait l'actualité de manière très positive. Ben, c'est vrai, mais j'assure, je vous promets, comme disent les ados, que je ne savais absolument pas que Goldman Sachs allait émettre un avis très positif. Goldman Sachs, qui, le 6 mai, c'est passé un peu inaperçu, a signalé être passé à plus de 5% de participation dans Umicore, donc au travers de ses actifs gérés. Et alors, mercredi dernier, avis acheteur sur Umicore avec un cours cible qui flambe de 21 à 33 euros. Pas étonnant que le cours explose de plus de 15% un peu après l'ouverture. Et finalement, bon, malgré des prises de bénéfices sensibles vendredi, en fin de semaine, donc, ben, Umicore termine donc quand même à 24 euros à peu près, c'est-à-dire 30% de plus qu'en début d'année, et une hausse de 187% sur un an. Voilà qui est plutôt sympathique et le terme est faible. Le courant acheteur reste positif pour le moment sur Umicore. Un autre naufragé peut-être qu'on pourrait évoquer. Quand je dis naufragé, c'est parce qu'on connaît les difficultés qu'il a traversées ces dernières semaines, années, et encore, c'est Syensqo. Oui, Syensqo. Et alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, on voit des cours, bon, ou bien à la baisse, dans le cas de Syensqo, ou bien à la hausse pour les deux, qui font de ces actions industrielles, ce sont en principe des valeurs assez calmes, tranquilles, apaisantes, mais ce sont des valeurs de trading ces derniers temps. Ça va faire plaisir aux traders. J'espère qu'ils ne les ont pas ratés. Naufragé de la fin mars, effectivement, Syensqo, donc les métaux avancés de l'ancien groupe Solvay, naufragé après des résultats catastrophique en 2025. Le titre a plongé de 45% en quelques jours, une clôture au plus bas de 43 euros. Bon, j'avais dit à l'époque
que en dessous de 50 euros, on n'était quand même pas volé et le marché a été d'accord avec tout cela, vu que le cours s'est quand même repris progressivement. Mercredi, bizarrement, la semaine dernière, forte hausse, il y a ce qui aurait eu une information privilégiée, parce qu'après le repli de jeudi, vendredi, plus 7%, on frise les 63 euros contre un plus bas de 43, donc c'est quand même assez sympathique en quelques semaines. Pourquoi ce bon vendredi? Parce que Syensqo a annoncé des résultats qui, suivant l'expression consacrée, sont moins pires qu'attendu. Chiffre d'affaires est en repli à un an d'écart, c'est vrai, et les volumes sont stables, mais le taux de change est défavorable. C'est voilà qui explique cela. La marge d'EBITDA revient de 20 à 18%, c'est pas très sympa, mais en séquentiel, c'est-à-dire d'un trimestre à l'autre et non plus à un an d'écart, les ventes sont en hausse de 5%, annonce la direction. Ah, bon, c'est pas mal. Et alors, les perspectives sont plutôt favorables dans ces matériaux composites qui sont la spécialité de Syensqo. On observe une petite hausse des ventes et l'EBITDA d'ailleurs du premier trimestre est faible, mais ce sera le plus faible de l'année, première direction. Après, ça ira beaucoup mieux. Ok, tant mieux, les commandes sont assez soutenues, donc tout ça n'est pas vilain. On remarque au passage, comme pour Goldman Sachs et Emicor, que BlackRock, l'américain BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, a dépassé les 3% de participation dans Syensqo. Ils ont annoncé ça le 8 mai, ils sont quasiment à 4% d'ailleurs. Et autre banque américaine, Citi, a signalé que ces résultats étaient finalement rassurants. En effet, c'est ce que le marché a jugé aussi. Et Citi garde un avis conservé, mais avec un cours cible de 76 euros, très supérieur au cours actuel. On pourrait presque interpréter ça comme un avis d'acheter. Enfin bon, voilà. Citi qui avait d'ailleurs signalé, c'est assez cocasse à relever, que si Syensqo était coté à Wall Street, ce que l'entreprise devrait peut-être faire, vu d'ailleurs qu'elle est surtout implantée aux États-Unis, ben, elle serait appréciée 2 fois mieux. Ses pairs sont appréciés 2 fois mieux qu'elle. Alors, ça ne veut pas dire que le cours de Syensqo va passer de 60 à 120 euros, évidemment, puisque Syensqo est coté à Bruxelles. Mais bon, voilà, on est quand même relativement positif, et en tout cas pas du tout négatif, pas plus du tout négatif à ce cours actuel sur Syensqo. Voilà un conseil peut-être à la direction, envisager Wall Street. Tant qu'on est dans le repêchage, il y a une petite valeur dont il faut absolument parler et sortir peut-être des ténèbres dans lesquelles elle était tombée, c'est Cisco. Mais Cisco, c'est la vedette de la semaine dernière, en effet, grâce à de bons résultats. Alors, Cisco, certains ne s'en souviennent peut-être pas, et les investisseurs de la jeune génération ont une très bonne excuse pour cela, parce que Cisco, c'est la légende, est entré dans la légende, mais de manière négative. C'est le symbole de l'éclatement de la bulle Internet, aussi appelée bulle dot-com, de l'an 2000. En mars 2000, Cisco valait 80 euros, pas, pardon, dollars bien sûr, et la valeur de l'entreprise était de 500 milliards de dollars, ce qui à l'époque en faisait la plus grosse entreprise du monde, Cisco. Cisco, c'est l'empereur des réseaux, symbole de la folie, avec un PI, donc court-bénéfice de 200. euh, Éclatement de la bulle, moins 85% en 2 ans, et termine effectivement un petit peu à l'écart de tout. On s'en souvenait même presque plus de Cisco. Mais voilà que Cisco revient dans l'éclairage du marché. L'empereur des réseaux, donc, notamment des routeurs. Oui, mais il se fait qu'aujourd'hui, avec cette construction de centres de données géants de plus en plus un peu partout, on a besoin de réseaux à grande vitesse pour les connecter. Et bon sang, mais c'est bien sûr, qui est le spécialiste des réseaux? C'est Cisco. Depuis l'an dernier, Cisco revient donc sous les lumières des investisseurs parce que ça marche pas trop mal. Alors, ces résultats ne sont pas flamboyants, mais enfin, pour le premier trimestre, c'est quand même un peu supérieur aux attentes. Et pour le trimestre en cours, maintenant, pour le deuxième, euh, la direction annonce des perspectives plus sensiblement supérieures à ce que le marché attendait, notamment un bénéfice par action de 1,16 $ au minimum, alors que les analystes tablaient sur 1,08. Donc ça, c'est quand même très positif. Ben, du coup, suite à l'annonce de ces résultats, le titre a flambé de 19% aussitôt et il termine en hausse de 23% sur la semaine et de 84% sur un an. Le mouvement était quand même un peu amorcé déjà. Alors,
Est-ce que Cisco est le prochain Intel? On a déjà évoqué Intel ici, qui est une valeur qui est en pleine renaissance, en effet. On se souvient de Intel Inside sur les ordinateurs il y a un certain temps, et puis un peu dans l'ombre, et puis ça reboom, osons le dire, depuis l'an dernier. Intel a fait x5 en un an, hein, je parle du cours de l'action. On va pas jurer que Cisco fera pareil, mais enfin, c'est quand même sympathique de voir que Cisco aussi sort de l'ombre. Cisco qui retrouve une configuration et un contexte positif. Je suppose du coup, si on doit tirer la leçon de la semaine, qu'elle sera à peu près similaire aux semaines précédentes concernant l'élargissement de l'investissement dans les technos. Mais oui, effectivement, hein, ce n'est pas très original, on l'a déjà dit, mais enfin, il est rassurant de constater que ce conseil que beaucoup avaient donné aux investisseurs en début d'année, restez sur la techno américaine, mais dépassez largement les scènes magnifiques, élargissez votre palette, votre univers d'investissement, mais ça se vérifie quasiment toutes les semaines. On a parlé Scandic, par exemple, déjà de Intel et maintenant Cisco. Ben oui, c'est vraiment ce qu'il fallait faire en 2026. C'est quand même très sympathique de voir une stratégie confirmée sans arrêt. Eh ben, merci beaucoup, Guy. On laisse la place à Charlotte de Montpellier pour refaire un petit point sur l'impact de l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Nous, évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Bien sûr, avec notamment les résultats de Nvidia. qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup, Guy. Avec plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approbation par le Sénat du mandat de gouverneur de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Banque centrale américaine. Plus précisément, la question est de savoir si cette approbation aura un impact sur la politique de taux d'intérêt de la Fed, alors même que les chiffres de l'inflation repartent fortement à la hausse. La semaine dernière a été un peu particulière pour les marchés financiers américains. D'une part, Kevin Warsh a été confirmé par le Sénat comme nouveau président de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. N'oublions pas que Warsh avait été choisi par Donald Trump parce qu'il partageait la vision de ce dernier en faveur d'une politique de taux d'intérêt plus bas. Mais la semaine dernière, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril ont également été publiés. L'inflation est montée à 3,8%, alors que la Réserve fédérale vise une inflation d'environ 2%. La question, c'est donc de savoir qu'est-ce que ça signifie pour la politique de taux d'intérêt. Kevin Warsh va-t-il rapidement baisser les taux pour faire plaisir à Trump? Ou la Banque centrale va-t-elle d'abord tenir compte du niveau élevé de l'inflation? La réponse est en réalité assez simple. La Réserve fédérale a un double mandat. Elle doit à la fois viser une inflation faible et un taux de chômage faible. Or, en avril, le taux de chômage est stabilisé à un niveau historiquement bas, 4,3%. On pourrait donc conclure que, désormais, l'accent doit être mis davantage sur la lutte contre l'inflation. N'oublions pas non plus que Kevin Warsh n'est qu'un des 12 membres du comité de pilotage monétaire. Il est peut-être du coup intéressant d'examiner la dernière décision de la Fed, qui a eu lieu en avril avant que Kevin Warsh n'arrive. Alors là, la Fed a maintenu les taux inchangés, mais 4 des 12 membres n'étaient pas du tout d'accord avec cette décision. L'un d'entre eux estimait que les taux auraient dû être abaissés. Il s'agissait de Stephen Miran, qui est l'ancien conseiller économique de Donald Trump, qui, en tant que gouverneur de la Fed, s'était contenté de faire ce que Trump lui demandait. Mais maintenant, il doit quitter le comité pour laisser sa place à Kevin Warsh. Plus intéressant encore, les 3 autres membres dissidents du comité estimaient que la déclaration de politique monétaire était trop accommodante. Selon eux, la Fed aurait dû indiquer que les taux pourraient être élevés dans les prochains mois afin de maîtriser l'inflation. Kevin Warsh arrive donc à la Fed dans un comité de pilotage monétaire qui n'est absolument plus enclin à baisser les taux. Et en fait, les marchés financiers, on le voit, partagent cette opinion. Ils n'anticipent plus aucune baisse de taux au cours des 18 prochains mois, alors qu'au début de l'année, il y avait des anticipations de baisse de taux. Alors, c'est clair que Trump ne va pas se réjouir de ces situations. Mais les chances que Warsh parvienne à faire changer d'avis le comité sont assez faibles à ce stade. Que peut-il faire alors, ou qu'est-ce qu'il va réellement faire? Lors de son audition au Sénat, Warsh a déclaré que l'objectif d'inflation de 2% était un objectif complètement dépassé. Pour lui, le véritable indicateur montrant que l'inflation est sous contrôle ou pas est le fait que plus personne n'en parle. Mais là, la réalité
est assez différente de ces espoirs. En fait, on voit que la confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau historique actuellement. Précisément parce que les Américains s'inquiètent de la forte hausse des prix, notamment ceux de l'essence. Donc bon, on n'en est pas vraiment là. À côté de ça, Warsh ne semble pas être un très grand partisan de la communication intensive. Il souhaite réduire le nombre de conférences de presse de la Fed. Et il veut supprimer le fameux dot plot. Alors le dot plot, c'est quoi? C'est un graphique en points. Et ça donne une sorte de tableau qui représente les anticipations des taux d'intérêt de l'ensemble des gouverneurs de la Fed. Ça permet aux marchés financiers de bien comprendre la vision des membres du comité et d'avoir une idée sur l'évolution probable des taux dans le futur. C'est donc une information vachement intéressante. Mais Warsh, lui, il souhaite revenir à une époque où les banques centrales étaient très peu transparentes. On se souvient effectivement de cette célèbre phrase de l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, qui déclarait aux journalistes « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis probablement mal exprimé ». Ça veut bien dire les choses. Mais depuis plusieurs décennies, en fait, un consensus s'est imposé parmi les banquiers centraux à travers le monde. Une politique prévisible est bien plus souhaitable pour les pays que de provoquer de grands chocs inattendus sur les marchés financiers. Donc Warsh, clairement, va à l'encontre de ce consensus. Il y a une récente enquête du Brookings Institute qui a été menée auprès des universitaires et des économistes du secteur privé qui suivent de près la politique de la Réserve fédérale. Et cette enquête, elle montre que presque tous les répondants estiment que les conférences de presse organisées par la Fed après les réunions sont extrêmement utiles et que plus de la moitié d'entre eux sont également convaincus de l'utilité du dot plot, avec des prévisions de taux, du membre du comité. Donc, ça semble clairement que la majorité souhaite garder une communication transparente. Warsh a encore d'autres convictions. Il a par exemple l'idée que l'intelligence artificielle conduira structurellement dans le futur à une inflation plus faible. Cette opinion suscite également un certain scepticisme parmi les autres membres du comité. Le boom des investissements induit par l'IA pourrait en fait, dans un premier temps, au contraire, alimenter l'inflation. La conclusion, elle est donc très simple. L'arrivée de Kevin Warsh à la présidence de la Fed est certes accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par Trump, mais la probabilité qu'il arrive à faire baisser rapidement les taux d'intérêt est quasiment nulle. En fait, les marchés de prévision accordent désormais une probabilité de 30% au fait que les taux d'intérêt aux États-Unis soient plus élevés à la fin de l'année qu'à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.